sommeil et épilepsie est une nouvelle unité qui s'est créée sur la chaîne FC à notre arrivée, qui répondait à un besoin de mutualiser le personnel, le matériel, de manière à pouvoir être plus performant dans le diagnostic des troubles du sommeil et de l'épilepsie. Donc les objectifs ont été définis avec les équipes de Montbéliard et de Belfort. Et puis quand on est arrivé à la chaîne FC, on a pu mettre en place une unité dédiée qui comporte 5 chambres, on vous montrera les chambres, qui est essentiellement dédiée au diagnostic et à la prise en charge, soit des troubles du sommeil, soit des troubles de l'épilepsie, tant sur l'adulte que pour l'enfant. Et je vais passer la parole à Philippe Richard. Bonsoir. C'est pas facile de parler après Anne, mais en tout cas en ce qui concerne l'aspect scientifique, c'est pas du tout ce qu'on va aborder ce soir, mais sur l'aspect envie de développer une compétence hyper spécialisée dans un centre hospitalier général, c'était un challenge qui m'avait séduit il y a quelques années, et je vous avais déjà présenté cet exposé de manière plus parcellaire il y a à peu près 3 ans sur un coin de neuf, où on avait discuté épilepsie. Alors c'est vrai que imaginez devenir épileptologue en dehors d'un CHU et monter une unité épilepsie-sommeil, c'était quasiment, ça n'existe pas en France. Donc je pense qu'on a développé une structure qui est très performante et en réunissant 3 spécialités avec des gens hyper spécialisés qui font que ça. J'étais neurologue, je suis épileptologue, c'est-à-dire que je ne vois plus que des patients épileptiques, et Sabrina tend vers ce but, cette option, de plus en plus. On a développé il y a quelques années une consultation commune épilepsie de l'enfant, donc on est les deux à voir les enfants, les parents, ce qui permet d'avoir une réflexion supérieure au fait d'être tout seul. On a développé, puisqu'on travaille tous les deux aussi au CHU de Besançon, un centre de compétences. On est reconnu centre de compétences au niveau régional, ça depuis maintenant 1 an. On fait partie d'un réseau, bien sûr régional, mais aussi interrégional, avec notamment le CHU de Strasbourg et de Nancy, et on participe à l'enseignement des internes de neurologie dans la formation en épileptologie, ce qui s'appelle CIFOR, de manière biannuelle. Donc on a beaucoup progressé pour essayer de mettre au point une unité la plus pointue possible. Je vous rappelle quelques généralités, mais pour quand même introduire notre spécialité, parce qu'on y tient, et puis c'est un petit peu difficile de parler comme ça. Isabelle parlera du sommeil, parce que j'y connais strictement rien. Donc cette idée de créer une unité d'épileptologie, c'était pas un truc fou né de mon cerveau malade et vieillissant, c'était appuyé sur des chiffres. Donc l'incidence de l'épilepsie en France, vous voyez, c'est énorme. Ça fait environ 500 000 patients, et sûrement non diagnostiqués pour d'autres, concernant des enfants, des adultes. On a créé une filière régionale et on est en train de mettre au point justement une orientation des patients en fonction du territoire, donc pour le CHU de Besançon et pour notre unité ici. Donc je vous ai déjà parlé du centre de compétences. Je vais extrêmement rapidement parler de l'épidémiologie parce qu'on se rend compte que 2 populations sont intéressées par cette maladie, les enfants et les personnes plus âgées. Quelle est notre mission? La première, c'est qu'en fait, on participe au diagnostic de la malaisologie, c'est-à-dire des gens qui font une perte de connaissance ou un malaise. Et ça, c'est quelque chose qui est complexe à explorer parce que, en cas de mauvais diagnostic, on va être amené à utiliser des thérapeutiques inadaptées et arriver à des catastrophes. La première chose importante, c'est l'interrogatoire. Donc, c'est des patients qu'on doit voir en consultation et nous réalisons plus de 50 consultations par semaine à la chaîne FC, et on a mis en place aussi un système de consultation d'urgence. On a des créneaux toutes les semaines pour vos patients si vous avez besoin de nous, et vous pouvez nous joindre de manière assez facile et on peut les voir rapidement. Les recommandations françaises conseillent de pouvoir voir un patient qui a fait une perte de connaissance avec un doute potentiel sur une épilepsie dans les 15 jours. On essaie d'y répondre.
Les étiologies sont multiples, on vous montrera une diapositive, mais ça vous le connaissez particulièrement. Mais aussi une chose peut-être que vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelle les CNEP. C'est un terme un peu vulgaire pour parler des crises non épileptiques psychogènes qui sont en fait des pathologies psychiatriques qui peuvent se traduire par des phénomènes hypermoteurs, des troubles de la conscience. Ces patients peuvent même se retrouver en réanimation intubée. Donc c'est aussi notre mission. L'objectif après, bien sûr, c'est de faire le diagnostic positif d'épilepsie et de mettre en place un traitement adapté. Un traitement adapté qui va être conditionné par le diagnostic syndromique. Je vous montrerai une diapositive, c'est un peu compliqué, enfin c'est un autre truc. Et ça permet d'essayer de mettre l'épilepsie dans des boîtes qui vont nous permettre d'avoir une idée pronostique de l'épilepsie, et c'est très important, notamment quand on voit les enfants, et une idée thérapeutique, puisque certaines molécules sont capables d'aggraver une épilepsie, alors que d'autres non, etc. Donc mettre en place un traitement adéquat, et par ailleurs participer à la formation. Bon, ça c'est une diapositive qu'on va passer rapidement sur les causes finalement non épileptiques et non neurologiques que vous connaissez bien. Ça, c'est les étiologies des épilepsies. Et dans la case neuro, on a de plus en plus de génétique et on a un partenariat avec le CHU de Besançon, puisque beaucoup de nos patients vont en consultation pour explorer. Puisque maintenant, on a des panels de gènes qui permettent de découvrir des maladies particulières de type encéphalopathie épileptique qui un jour auront probablement une conséquence thérapeutique. Là aussi, pour vous embêter un petit peu, c'est la classification des syndromes épileptiques qui sont réalisés en fonction de l'âge du patient. Alors c'est essentiellement centré sur l'enfant, du type d'épilepsie. Idiopathique, c'est un terme qui est en train de disparaître. Et en fonction du type d'épilepsie, si c'est focal ou généralisé, ça c'est un travail qu'on réalise régulièrement pour essayer de bien cibler le type d'épilepsie et le traitement associé. Donc notre objectif, c'est ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Et un autre volet dans lequel on est en train de se lancer, c'est ce qu'on appelle les bilans de phase 1. Ce sont des bilans préchirurgicaux qui sont réalisés chez des patients qui sont atteints d'une épilepsie focale pharmacorésistante et qui vont donc nécessiter d'enregistrer une crise dans notre unité avec une intervention d'une technicienne selon des protocoles particuliers pour essayer de définir au mieux le générateur, c'est-à-dire le point de départ de la crise, les voies de propagation. Et à partir de là, on peut avoir une idée sur la possibilité chirurgicale en fonction du lobe impliqué, etc. Bien sûr, on n'opère pas ici et ça ne se fera pas parce que c'est très complexe et on travaille en collaboration avec 2 centres experts que sont Nancy et Strasbourg. Les moyens que nous avons à notre disposition dans notre équipe, donc nous sommes 3 médecins, nous avons des infirmières spécialisées dans cette pratique qui ont pour rôle, bien sûr, de surveiller les patients H24 parce que ce sont des patients à risque. Vous savez qu'il y a un risque de mort subite, donc on est là pour être présent en permanence, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres centres. Elles ont comme rôle d'intervenir quand une crise, alors notre objectif n'est pas d'enregistrer des crises généralisées qui ne posent pas de problème diagnostique, mais ce qu'on appelle les crises focales, qui ont une révélation sémiologique très riche, et la technicienne intervient au moment de la crise, parce qu'elle est alertée soit par le patient, soit par la surveillance qu'on vous montrera par la suite, et va réaliser un examen détaillé des fonctions, langage, mémoire, etc., pour qu'on ait une aide sur l'aspect topographique de l'épilepsie. L'autre fonction vers laquelle on se destine, et Anne en a déjà parlé, mais c'est un petit peu aussi, il y a beaucoup de spécialités qui sont concernées, c'est l'éducation thérapeutique, et notamment chez les enfants, où il faut gérer la prise quotidienne de traitement, le problème de non-observance qui peut être une cause de fausse pharmacorésistance, comment faire si j'oublie mon comprimé le soir et puis que je me rends compte 2 heures après, etc., etc. Et ça, c'est un travail qu'on est en train de mettre en place, de même que nous souhaiterions avoir ce qu'on appelle les IPA, qui sont les infirmières de pratique avancée, qui représentent une interface entre le patient, le médecin spécialisé, pour répondre à des questions régulières, quotidiennes, dont nous sommes souvent inondés, et qui auront même une délégation thérapeutique et qui permettent d'avoir une réactivité plus rapide que ce qu'on a aujourd'hui.
En ce qui concerne le matériel, comme vous l'a dit Isabelle, nous avons fait un choix commun puisqu'on a réuni nos deux spécialités afin de pouvoir travailler sur n'importe quelle chambre, c'est-à-dire qu'un patient du sommeil aujourd'hui dans la chambre 15, demain ça sera un patient épileptique dans la chambre 15, ça ne pose aucun souci particulier puisqu'on a le même matériel. Grâce à ce matériel, on a un couplage vidéo-EEG, c'est-à-dire que chaque seconde du déroulement de l'électroencéphalogramme, qui est donc un recueil électrique des potentiels générés par le cerveau, sera couplé à la vidéo, si bien qu'on verra exactement ce qui se passe au niveau clinique et électrique pour faire une corrélation électroclinique, voire par la suite anatomo-électroclinique. Voilà, on a, grâce au déménagement, pu bénéficier d'une unité vraiment très sympa, ça c'est clair, avec des chambres seules, avec toutes les commodités possibles, où on a des appareils qui sont sur chaque chambre. Notamment, Isabelle est passée vite, mais on a toujours sur la partie du fond un écran sur lequel on peut voir le EEG se dérouler. Alors ça paraît peut-être pour vous très flou, mais pour nous c'est très important, parce que quand on teste un enfant sur une épilepsie à absence, qu'on vous montrera par la suite, il faut être réactif, c'est-à-dire que la technicienne, elle ne peut pas être à 2 km. Il faut qu'elle soit collée au patient pour pouvoir interagir et voir s'il y a une rupture de contact, etc. Donc on a un très beau matériel. Merci. Bon. Ça, c'est la salle de lecture de nos techniciennes. Donc vous voyez, elles sont toutes derrière des écrans en train de travailler. C'est un travail très assidu, très long. Elles travaillent souvent en 12 heures. Donc 12 heures derrière les écrans, casquer les patients, surveiller les patients, vérifier tous les problèmes, y compris la nuit. Alors, ce ne sont pas les mêmes infirmières la nuit, bien sûr. Et je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de très très performant. J'espère qu'on pourra le poursuivre dans l'avenir, parce qu'on a eu des craintes à un moment donné en ce qui concerne la problématique des lits et des urgences, et nos lits étaient parfois occupés, mais monsieur le directeur s'est engagé à ce que ça ne se reproduise plus. Et puis je voulais remercier Anne-Sophie, parce que Anne-Sophie, elle m'a énormément soutenu en 2013 pour que je devienne épileptologue, ce qui a été un truc complètement dingue. Merci Anne-Sophie. Alors avec le même matériel, on va documenter l'essentiel des troubles du sommeil, pour lequel on a énormément de possibilités d'approche. Donc on ne s'intéresse pas que aux troubles respiratoires du sommeil, qui sont nombreux. On s'intéresse aussi aux insomnies, aux troubles moteurs du sommeil, avec une interface directe et possible avec tous les phénomènes moteurs anormaux qui peuvent être liés à l'épilepsie. On va s'intéresser aux hypersomnolences, aux hypersomnies, puisque le fait de pouvoir maintenant enregistrer 24 heures consécutives va nous permettre de pouvoir documenter un trop de sommeil, donc une hypersomnie qui va se définir par la présence de plus de 10 heures de sommeil consécutif par 24 heures. On va pouvoir aussi explorer les troubles du rythme, toutes les parasomnies, le somnambulisme, les cauchemars, les terreurs nocturnes. On a une caméra vidéo qui est couplée, donc ça nous permet quand même de faire de la documentation beaucoup plus précise. Le fait d'avoir du matériel très neuf et très pointu nous permet aussi d'être plus précis dans le diagnostic de tous les troubles respiratoires du sommeil, qui ne se cantonnent pas à l'apnée, et donc on a énormément de possibilités d'être très fin dans les diagnostics que l'on peut réaliser. Et puis surtout, le fait d'être sur de l'enregistrement continu avec des infirmières qui sont spécifiquement dédiées, ça nous permet d'aborder de façon beaucoup plus sereine le diagnostic des hypersomnies. Alors, dans les enregistrements, ce qu'on vous a montré, c'est l'aspect complet de la polysomnographie. On sait qu'il y a des systèmes de documentation des troubles respiratoires du sommeil, mais là, j'ai rappelé pour mémoire qu'on pouvait effectivement faire un diagnostic d'apnée avec très peu de capteurs, mais que quand on avait beaucoup plus de choses, on voit d'une part le sommeil, d'autre part les apnées, et troisièmement les conséquences de l'apnée sur l'électroencéphalogramme. Alors le petit pointeur vous montre ici le déroulement sur toute la nuit. On se situe à un moment de la nuit où le patient dort complètement. Il est en sommeil de stade 2 qui est identifié par l'électroencéphalogramme. Il va se réveiller avec une reprise de tonicité, une reprise d'activité EEG ici. Et puis ici,
on a une baisse du flux respiratoire avec une reprise de ventilation derrière, et puis on a aussi la possibilité d'avoir les chutes du taux de saturation en oxygène, l'analyse de la fréquence cardiaque. Donc ça, c'est vraiment une image de polysomnographie pour un trouble respiratoire du sommeil qui nous permet d'être plus précis par rapport à ce qu'on mesurait sur des examens plus simples. Et puis, rappeler un élément de technique, même si nos infirmières sont super rapides, super précises, un montage de polysomnographie, ça prend du temps. Donc on a un petit film où on a tenté de battre le record du monde de pose de capteur pour la polysomnographie. Donc le patient bienveillant, c'est moi, et l'infirmière record woman de la pose des capteurs, c'est Madame Pancher qui est dans la salle. Alors bien évidemment, elle peut aller très vite parce que je suis très sage et qu'a priori je sais ce qu'elle va me faire. Les patients, on leur explique quand même un petit peu de trois bricoles en leur expliquant à quoi sert chaque capteur. Mais en gros, il faut compter plus de 20 minutes pour équiper quelqu'un pour une polysomnographie. Donc là, vous voyez la mise en place de l'électroencéphalogramme, de l'électro-oculogramme. Là, c'était le menton, donc c'est l'électromyogramme. On a choisi un système qui nous permet de faire de l'ambulatoire. Alors ça permet aux patients qui font de la longue durée de pouvoir circuler dans l'établissement avec leur petit boîtier. Et puis on va mettre en place des capteurs respiratoires, donc il y a un électrocardiogramme. On essaye d'organiser un petit peu tout pour que ça ne pendule pas tout partout. On attache les fils ensemble, on met un petit filet. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que les capteurs s'en aillent pendant la nuit. Les capteurs respiratoires. Donc on met une thermistance qui capte le flux respiratoire à la température et une lunette nasale qui est sensible à la pression, un oxymètre. On scotche tout pour que tout tienne. Et puis quand on a fini, hop, c'est terminé. Voilà pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait maintenant. Et puis l'arrivée sur le nouvel hôpital est pour nous porteuse de grosses promesses, puisqu'on a du matériel moderne, performant, et on peut, comme ça, en mutualisant les équipes et le matériel, faire plus de choses. Et pour nous, en ce qui concerne les troubles du sommeil, c'est vraiment l'ouverture vers les hypersomnies qui est le plus important. L'apnée, on savait déjà faire, mais les hypersomnies, c'est beaucoup plus facile maintenant que ce qu'on faisait avant. Voilà, pour vous présenter la nouvelle unité sommeil-épilepsie.